Madame, Monsieur, bonsoir. 2020 aura été l'année de beaucoup de premières. Pour le Maroc en particulier, ces derniers mois se sont soldés par de grandes avancées. En novembre, le Royaume a rétabli l'ordre sur le passage frontalier de Guergueret. Et moins d'un mois plus tard, le 10 décembre précisément, le président américain Donald Trump informe Sa Majesté le roi Mohammed VI de la promulgation d'un décret présidentiel portant sur la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Très rapidement après, la représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies informe officiellement le Conseil de sécurité de l'ONU et son secrétaire général du contenu de la proclamation émise par le président américain Trump. Autre grande première aussi, celle du premier vol commercial direct ce 22 décembre entre Israël et le Maroc avec à son bord le conseiller présidentiel américain Jared Kushner et Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité du Premier ministre israélien. Les deux officiels étaient accompagnés d'une délégation d'hommes d'affaires. Du coup, cette visite a été porteuse de partenariats économiques solides, mais surtout d'un message de paix. Aujourd'hui, une entrevue spéciale avec l'ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fisher. Bonjour, Excellence, et merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, donc je me réjouis de ces chances que nous allons avoir. Vous êtes le 41e représentant des États-Unis auprès du Royaume du Maroc. Quel est votre sentiment d'avoir été en poste pendant ce moment historique où les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara, surtout que cette question a beaucoup évolué à Washington, aux Nations Unies et dans la région? Je crois que le président Trump et Sa Majesté le roi sont parvenus à un accord historique qui constitue en fait un honneur pour moi d'être en poste ici à Rabat en ce moment. Nous avons donc passé une grande semaine très active et nous nous réjouissons des jours à venir dans le prolongement de nos relations fantastiques qui remontent à 1777. Nous avons célébré beaucoup d'événements ces derniers jours et nous nous attendons à davantage dans l'avenir. Vous avez, apposé votre signature sur la carte officielle du Royaume telle qu'adoptée par l'administration américaine et plus précisément sur cette région du Sahara. C'était vraiment un honneur. Lorsque cette carte a été esquissée au niveau de la cartographie américaine, on m'en a envoyé une copie par mail. Et dès lors que je l'ai regardé, je me suis dit, je devrais faire quelque chose avec cela. Et j'en ai discuté avec mon épouse. Nous en avons parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Partant de là, nous en avons fait un tirage et nous l'avons présenté à Sa Majesté le Roi comme présent des États-Unis et c'était justement une magnifique expérience. Et vous avez, Monsieur l'ambassadeur, apposé votre signature sur la carte officielle du Royaume telle qu'adoptée par l'administration américaine et plus précisément sur cette région du Sahara. Évidemment, l'une des décisions que nous avons prises est en rapport avec nos relations futures. Nos relations ont toujours été fortes et pérennes depuis 1777 et nous estimons qu'elles demeureront ainsi dans les siècles à venir. Ceci donc aura bien évidemment des effets positifs sur le Maroc qui connaissent nos intentions et nos sentiments à l'égard des provinces du Sud. D'ailleurs, qui dit pays sûr dit pays prospère. Par conséquent, nous y voyons de la prospérité économique et des opportunités d'emploi, de l'industrie dans ces régions du Nord au même titre que les régions du Sud. Bientôt, une représentation diplomatique américaine à Dakhla. Alors, monsieur l'ambassadeur, outre l'aspect diplomatique, dans quelle mesure ces décisions pourraient avoir des retombées économiques sur l'ensemble des provinces du Sud ? Eh bien, l'une des décisions que nous avons prises, c'était en fait par rapport à nos relations dans l'avenir. Et notre relation a toujours été pérenne depuis 1777 et nous estimons qu'elle demeurera ainsi dans les siècles à venir.
Donc, cela aura bien évidemment des effets positifs sur le Maroc. Ils connaissent nos intentions et nos sentiments à l'égard des provinces du Sud. D'ailleurs, nous estimons que qui dit pays sûr dit pays prospère. Par conséquent, nous y voyons plus de prospérité, des opportunités d'emploi, de l'industrie dans ces régions du Maroc, au même titre que les régions du Sud. Et qu'en est-il de l'aspect socio-économique? Quels sont, selon vous, les aspects de prospérité à espérer pour la population de ces provinces du Sud, en sachant, et rappelons-le, que depuis 2015, le Congrès américain a entériné dans sa loi budgétaire fédérale la décision de faire bénéficier les provinces du Sud du Royaume. Alors, quel impact sur la population là-bas? Notre choix a porté sur Dakhla, vu qu'il y aura là-bas un port, des opportunités industrielles, de l'emploi. En fait, c'est une bonne ville où il fait bon de vivre. Donc, un développement économique dans les provinces du Sud augurera un développement social. Et il y aura donc des écoles, de l'emploi et un mode de vie paisible. Vous êtes vous-même un businessman dans l'âme, monsieur l'ambassadeur. Quels pourraient être les secteurs à susciter l'intérêt d'investisseurs américains potentiels? Eh bien, merci d'abord de me reconnaître cela car mon passé, en fait, était plus versé dans les affaires que dans la diplomatie, mais je prends plaisir à faire les deux. Il s'agit d'un mix des deux. Nous allons assister à davantage d'échanges sociaux avec les gens et nous aurons une vue plus claire pour le Maroc et pour le monde par rapport à la perception du gouvernement américain à l'égard des provinces du Sud. À mon avis, ceci va et verse dans le sens de la stabilité et la maturité dans les jours à venir. Pensez-vous que ces opportunités puissent être boostées? Et rappelons à notre audience que le Maroc et les États-Unis ont signé un accord de libre-échange depuis un moment. Déjà, pensez-vous que ces opportunités puissent être boostées par cet accord de libre-échange? Et rappelons que cet accord de libre-échange est censé non seulement faciliter les échanges commerciaux, mais aussi l'investissement. En fait, nous avons conclu un accord de libre-échange avec le Maroc depuis un moment. Le Maroc a également conclu des ALE avec l'Union européenne, les pays du Golfe et les pays africains. Nous estimons, et nous sommes d'avis, que le Maroc est la porte d'entrée vers le continent africain. Le roi a fait montre d'un grand leadership exemplaire avec la construction du port de Tanger à Dakhla. Et je crois que lorsque vous avez une population active, et notre objectif ici est de fournir davantage d'emplois et d'investissements, ceci, bien sûr, augure d'un changement social accru magnifique. Passons à présent à la toute dernière évolution en date. Cette visite du conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner, accompagnée donc d'une importante délégation américano-israélienne. Visite, rappelons-le, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions qui avaient été énoncées lors de l'entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump. Monsieur l'ambassadeur, quel est le rôle des États-Unis dans le rapprochement économique entre Israël et le Maroc? En fait, les deux délégations se sont réunies hier et nous avons signé des accords d'entente. Le Maroc a signé des accords avec Israël, les États-Unis en ont signé avec le Maroc et nous comptons élargir notre présence en amorçant de magnifiques programmes. Présent avec nous ici, Don Boller, qui est le président du conseil d'administration de Prosper Africa, qui est un programme du gouvernement américain s'activant à travers l'Afrique, et nous comptons établir son siège ici au Maroc
Nous ne savons pas encore où, mais nous sommes en train d'examiner quelques grandes villes, peut-être Casablanca, Tanger, et nous allons encore faire davantage de recherches dans ce sens. Nous envisageons également des investissements en matière de technologie, tels que la 6G, pour ramener cette technologie ici au Maroc et à l'Afrique. Nous voulons effectuer des percées et des avancées dans la course technologique et nous voulons donc ramener nos partenaires en matière de technologie d'Israël et des partenaires financiers du Golfe et des États-Unis pour voir ce qu'on peut effectivement faire à cet effet. Une chambre de commerce Maroc-Israël est sur le point de voir le jour. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les opportunités pour les entreprises marocaines, mais aussi leurs homologues israéliennes? À notre avis, toute cette dynamique sera amorcée avec nos partenaires ici au Maroc. Tout cela s'inscrit dans l'inclusion. Ça fait des mois que nous avons des entretiens avec des entreprises marocaines au sujet des opportunités pour aller de l'avant ensemble. Il s'agit donc de rapprocher davantage de partenaires, plus d'idées, plus de financement créatif, plus de technologie. En fait, il ne s'agit pas de l'un au lieu de l'autre, il s'agit de travailler conjointement pour justement apporter un changement positif et essayer de concrétiser la vision de Sa Majesté le Roi pour le Maroc, dans le sens de développer le Maroc à tous les égards. Ça ne porte pas uniquement sur les grandes transactions. Ceci donc affecte au même titre les individus, les travailleurs, que les ménages. Nous avons donc évoqué cet accord tripartite Maroc, USA, Israël. Alors, côté américain, donc lors de cette visite, plusieurs partenariats, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, ont été actés, dont un mémorandum d'entente entre le gouvernement du Maroc et la United States International Development Finance Corporation, la DFC. Ce MOU prévoit un soutien financier et technique à des projets d'investissement privé d'un montant de 3 milliards de dollars au Maroc, bien sûr, mais aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne, coordination avec des partenaires marocains. Que signifie cet accord tripartite dans le leadership marocain en Afrique? Eh bien, comme j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que Sa Majesté le Roi a fait un travail fabuleux pour mettre justement le Maroc à l'avant-garde, pour tirer profit et part de ces opportunités. Nous avons 3 milliards de dollars, et c'est une somme colossale quand même. Mais c'est une petite partie du budget annuel du Maroc. Et ces fonds visent à stimuler la mise en place et la croissance de petits projets et de grands projets. Et tout cela sera effectué, bien évidemment, tout cela sera effectué avec et par le biais d'entreprises marocaines et du peuple marocain. Et sur cet accord tripartite, y a-t-il des secteurs qui ont d'ores et déjà été identifiés? Eh bien, je pense que l'un des secteurs qu'on a discuté avec Israël, c'est l'énergie hydraulique. Secteur hydraulique, nous avons vu aussi la technologie, la fabrication. Il y a beaucoup de main-d'œuvre ici au Maroc et beaucoup d'ingénierie. Et le Maroc est déjà le plus grand fabricant de cars, de voitures en Afrique. Nous pouvons avoir encore davantage de fabricants ici pour aider justement de produire des composants de voitures et d'automobiles. Donc c'est un endroit efficient pour l'entreprise et nous comptons élargir ce secteur dans l'avenir. Rappelons d'ailleurs, puisqu'on parle de tech et d'investissement américain, que la firme américaine Soluna Technologies a travaillé au développement d'un parc éolien de 900 MW sur plus de 10 000 hectares à Dakhla, avec également une ferme de centres de données dédiée à la fourniture de capacités de calcul aux réseaux mondiaux de blockchain. Pensez-vous justement que sur ce volet tech, ou ce volet tech serait une autre opportunité pour plus de coopération entre, bien sûr, les États-Unis, le Maroc, mais aussi Israël, en sachant que les États-Unis et Israël sont connus pour être des terres d'accueil de la tech dans le monde? Merci d'avoir évoqué aussi les autres secteurs. Nous, à travers la coopération Millennium Challenge et l'USAID, nous avons assuré
de l'aide et de l'assistance et nous sommes en cours d'un projet de milliards de dollars de réforme avec MCC qui met en place des parcs industriels pour justement, dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi en matière de foncier. Donc il y a quelque chose comme 40 projets sur lesquels nous travaillons ici en tant qu'administration américaine au Maroc. Avant cette annonce hier, nous l'avons fait, et nous allons encore faire cela dans l'avenir. Donc c'est une relation active que nous avons et nous estimons que le Maroc, comme j'ai dit, c'est l'entrée de l'Afrique, porte d'entrée d'Afrique, et nous avons soutenu et travaillé avec nos partenaires marocains pendant très longtemps. Donc je pense que tout converge vers l'avenir et tout capitalise sur le passé. Donc ce que nous avons fait dans le passé nous a ramené à ce point. Nous estimons que la façon dont Sa Majesté le Roi a ramené le Maroc à ce point est très positif. Et nous comprenons la culture, nous prenons plaisir à travailler ici. C'est un pays ouvert, accueillant, sécurisé, sûr et très tolérant. Donc je peux vous assurer que quand vous allez dans d'autres pays dans le monde, on s'estime heureux et honoré d'être ici au Maroc, comme je l'ai dit à mes amis. C'est très ensoleillé et dès que le Covid-19 se dissipera, je voudrais que tout le monde vienne ici, me voir ici pour prendre plaisir dans ce pays fabuleux. Puisqu'on parle culture, monsieur l'ambassadeur, le Maroc est le seul pays de la région qui réserve aux citoyens de confession juive une citoyenneté à part entière, en étant bien sûr électeurs, mais aussi éligibles, avec leur propre espace juridique conforme aux préceptes du judaïsme. Et il y a entre le Maroc et Israël une communauté juive marocaine très active et très attachée à ses racines marocaines. Selon vous, quel rôle ces diasporas aura à jouer à l'avenir, notamment après la reprise des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël, et quel rôle la diaspora américaine d'origine marocaine de confession juive aura également à jouer? Je voudrais d'abord aborder Israël. Il y a 8 ministres actuels dans le cabinet actuel qui sont d'origine marocaine. Pinchbat, hier, quand il a prononcé son allocution, c'était en arabe. Alors, il était né ici, au Maroc. Sa maman est encore en vie et elle a pleuré lorsqu'il lui a parlé de ce qui se passait dans son pays natal. Alors, nous allons maintenir ces passerelles avec les communautés juives au Maroc, mais ça, c'est juste une infime partie de ce que nous voyons dans l'avenir. Il y a beaucoup d'activités, il y a quelque chose comme 800 ou 900 000 juifs d'origine marocaine. Je voudrais bien qu'ils viennent ici. Je l'ai dit d'ailleurs au ministre de Tourisme hier, je pense qu'ils seront excités et enthousiasmés de voir leur pays natal et de dépenser de l'argent pour prendre plaisir dans ce pays accueillant. Nous venons toujours ici. Vous savez, nos touristes américains auraient aimé être ici s'il n'y avait pas ce Covid. Et bien sûr, les Américains veulent voyager, veulent venir ici au Maroc, ils l'aiment. Et je pense que 2019, il y avait 13 millions de touristes qui étaient venus au Maroc et une grande partie venait des États-Unis et je sais qu'ils veulent revenir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur David Fisher, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Et permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année qui arrive. Merci. Je sais pertinemment que l'année prochaine va être une année prospère, donc je me réjouis de penser à cela. Je suis à Rabat. C'est en fait, nous avons un ciel bleu, ensoleillé, et l'année prochaine va être une année prospère. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir et voyager. On doit s'assurer que l'on prenne
les vaccins pour qu'ils puissent venir dans ce pays très accueillant et magnifique. Merci de m'avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Très bonne soirée.